Vous écoutez Rage, c'est l'heure d'Exocet. Exocet, si vous ne connaissez pas le concept, c'est l'émission qui vous raconte des histoires étranges, bizarres, l'émission qui vous dévoile des faits mystérieux, des informations insolites, bref, l'émission qui vous retourne le cerveau. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick. Aux machines, c'est Mika. Salut à tous. Quant à moi, c'est donc Patrick et je vais ouvrir cette émission avec une histoire sur laquelle on était déjà revenu il y a quelques mois dans la saison précédente d'Exocet. Mais comme c'est une histoire vraiment très importante et que c'est probablement le mystère le plus, le plus lucratif et le plus connu de notre beau pays, j'ai intitulé cette histoire-là « Retour à Rennes-le-Château ». Alors, l'histoire de Rennes-le-Château, vous le savez forcément, elle est incontournable puisque c'est cette histoire d'un curé qui serait devenu miraculeusement milliardaire. Donc il aurait trouvé un secret, un trésor. Alors certains parlent du Graal lui-même, d'autres du trésor des Templiers. Alors je vais reprendre l'histoire à zéro et ça va se passer en deux parties. D'abord, je vous rappelle ou je vous apprends tout simplement l'histoire de Rennes-le-Château si vous ne la connaissiez pas. Et dans une deuxième partie, on passera en revue les différentes hypothèses et surtout les dernières hypothèses en date. Et puis j'irai de mon propre témoignage puisque je me suis rendu à Rennes-le-Château l'été dernier, donc je pourrai vous en parler plus avant. Alors, l'histoire démarre donc avec la naissance de Béranger Saunière qui voit donc le jour le 11 avril 1852 à Montazel qui est un petit village à proximité de Rennes-le-Château. Alors il fait son séminaire à Narbonne, il est ordonné prêtre en juin 1879 et Béranger Saunière il a une attitude assez insolente et assez indépendante à tel point que l'évêché décide de le nommer dans une commune de peu d'importance et qui donc ne lui assure pas forcément un avenir rutilant dans sa carrière de prêtre, donc il décide donc de le nommer à Rennes-le-Château. Alors, quand Saunière prend possession de la paroisse de Rennes-le-Château, il a 33 ans et ça se passe donc le 1er juin 1885. Alors, Rennes-le-Château, c'est un petit village complètement isolé qui est situé sur un piton rocheux. On y accède par un chemin très tortueux et aujourd'hui encore le chemin est tortueux, donc je peux en témoigner. Et Béranger Saunière trouve l'église du village qui s'appelle l'église Sainte-Marie de Madeleine dans un état de délabrement assez avancé. Pareil pour le presbytère où il était censé vivre, donc qui est laissé à l'abandon, mais néanmoins les femmes du village se rendent régulièrement à la messe tous les dimanches parce que l'abbé est un bel homme et en plus de ça il est charismatique. Alors comme il y a des élections municipales, l'abbé Saunière en profite pour demander à ses fidèles d'influencer leur mari à voter pour les candidats monarchistes, puisque, selon Saunière, c'est la majorité socialiste radicale du village donc qui est la cause du délabrement des lieux de culte, comme une sorte de revanche du petit peuple sur le pouvoir de l'église, le pouvoir passé de l'église. Donc quand le maire de Rennes-le-Château apprend ça, il écrit au ministre des cultes, donc à l'époque l'État et l'église n'étaient pas encore séparés, et donc le ministre suspend les revenus de l'abbé Saunière pendant 6 mois. Alors déjà qu'il roulait pas sur l'or, là c'est la misère totale. Alors en 1886, Saunière commence les travaux les plus urgents dans l'église, parce qu'il pleut sur les fidèles quand il y a des intempéries, et il peut entamer ses travaux grâce à un don de la comtesse de Chambord, et ça on y reviendra plus tard parce que c'est un point très important, donc un don de la comtesse de Chambord qui apprécie son militantisme royaliste. Alors l'abbé décide ensuite de changer le vieil autel de l'église, et le 22 juillet 1887, c'est un événement déterminant dans cette histoire qui se produit, puisque donc en démontant l'autel, les 2 ouvriers que Saunière a embauchés découvre des rouleaux de bois scellés à la cire dans un des piliers. Alors l'abbé garde les rouleaux avec lui et il trouve des parchemins à l'intérieur, des documents secrets donc, qui le mènent sur la piste d'un trésor. Du moins c'est ce qu'on croit. Il y a une autre hypothèse qui dit que c'est le carillonneur de l'abbé qui aurait trouvé une fiole cachée dans un balustre. Donc un balustre c'est comme une espèce de petite colonne. Et la fiole contenait des documents secrets qui auraient mis Saunière, donc encore une fois, sur la piste d'un fabuleux trésor. Alors peu après cette découverte, Saunière fait soulever par ses ouvriers une dalle située en face de l'autel, et sous la dalle, il y a un bas-relief
très détaillé, donc ça c'est la première surprise, et il est encore aujourd'hui observable ce bas-relief au musée du village, et surtout il y a une marmite enfoncée dans le sol remplie de pièces d'or. Alors Saunière dit aux ouvriers qui sont présents que c'est sûrement des médailles qui n'ont pas trop de valeur, et il leur demande de partir. Donc il faut savoir que après cette découverte, Saunière, qui ne veut pas passer pour une sorte d'abbé égoïste et avare, donc ferait des cadeaux, distribuerait un petit peu la somme qu'il aurait découvert dans cette marmite. Cependant, à partir de 1891, il se met à dépenser sans compter. Il commence la création de jardins très fastueux et il découvre un tombeau dans l'église. Donc il fait des découvertes assez surprenantes de plus en plus régulièrement. Et en 1892, le maire se plaint même des agissements de l'abbé et de sa servante qui s'appelle Marie Desnarnaud, puisque la nuit venue, les deux complices déplacent des tombes dans le cimetière. Ils vont jusqu'à les ouvrir et à jeter les ossements dans un ossuaire que Saunière a fait construire pour l'occasion dans le cimetière. Alors, en plus de ça, il s'acharne sur une tombe en particulier, l'abbé Saunière, une tombe dont il va même effacer les inscriptions à coups de burin, et cette tombe, c'est la tombe de la dame de Nègre d'Able. Donc on y reviendra plus tard également. Manifestement, il voulait cacher quelque chose, cacher un secret. Alors en 1896, l'abbé doit refaire entièrement l'église. Il la remplit de statues et de bas-reliefs. Et il dissimule dans la décoration des éléments surprenants comme des indices, ça aussi on y reviendra après, comme si il était porteur d'un secret trop lourd pour ses frêles épaules, et comme s'il voulait un petit peu communiquer, faire passer des indices qui pourraient aider à faire comprendre ce secret. Et en 1898, il commence la construction de la Villa Bethany, qui est une demeure très luxueuse de type Renaissance. Et donc pour l'avoir vu, effectivement, c'est une maison particulièrement belle pour un curé de campagne. On n'imaginerait pas vraiment un abbé de village vivre dans une villa comme celle-là. Et en plus de ça, il fait bâtir une tour néo-gothique qu'il appelle la tour Magdala. Et dans cette tour, il met une bibliothèque qui est remplie d'ouvrages rares, d'ouvrages chers, et puis il ne s'arrête pas là, donc vraiment il n'y a aucune limite à ses dépenses, puisqu'il fait également construire une autre tour, donc qui est une serre en réalité, qui abrite des plantes très très rares, des fleurs très rares, et il peuple ses jardins d'animaux exotiques, donc il est très excentrique. Il achète même un singe qui fera peur aux habitants de Rennes-le-Château. Et en décembre 1901, le nouvel évêque de Carcassonne décide d'enquêter sur le train de vie incroyable de l'abbé Saunière, puisqu'évidemment ça fait beaucoup de bruit, le village devient une attraction. Et cet évêque décide de muter l'abbé Saunière dans une autre paroisse. Mais évidemment, c'est une levée de bouclier chez les habitants de Rennes-le-Château, puisque tout à coup leur village est devenu important. Leur abbé est un personnage excentrique qui amène vraiment de la vie dans ce petit village qui à l'époque est peuplé d'une centaine d'habitants au plus. Et donc le maire du coup signe un bail de location de 99 ans à Saunière qui empêche quiconque d'occuper le presbytère. Donc même si on le remplace et qu'on met un autre abbé à la place, il ne pourra pas se loger dans le presbytère. Alors le 1er février 1909, Saunière donne sa démission, et en 1910, il est accusé de trafic de messes. Ça aussi on verra plus précisément ce que ça veut dire, parce que c'est vrai que ça peut paraître singulier et insolite, un trafic de messes, mais vous verrez donc en quoi ça consiste. Et il n'a plus le droit de pratiquer les sacrements de l'église. Carrément, donc manifestement l'évêque de Carcassonne était arrivé à ses fins en le faisant condamner pour ça, alors que lui-même pensait que un trafic de messes ne permettait pas d'expliquer toute la fortune que l'abbé Saunière avait dépensée dans son jardin, dans sa tour, dans sa maison. Donc c'était une façon de le faire tomber en quelque sorte, pour avoir vraiment outrepassé ses droits et avoir vécu dans le luxe. Alors en janvier 1917, il est victime d'une attaque en haut de la tour Magdala. Et comme il sent qu'il est proche de la fin, il demande un prêtre. Et c'est l'abbé Rivière qui se rend à son chevet. Et la légende dit qu'ils sont restés plusieurs heures ensemble et que l'abbé Rivière n'a pas voulu donner les derniers sacrements à Béranger Saunière. Donc manifestement, il a été
témoin d'une confession si grave qu'il a refusé de lui administrer ses derniers sacrements. Et en plus, à partir de ce jour-là, on dit que l'abbé Rivière est devenu un homme très triste, encore une fois, comme s'il portait le poids d'une terrible confession qu'il ne pouvait pas communiquer. Et donc, ça amplifie encore la légende, évidemment, de l'abbé. Alors, Saunière est mort le 22 janvier 1917. On n'a jamais su comment est-ce qu'il avait pu mener une vie aussi fastueuse, ni ce qu'il avait réellement découvert. Alors, Marie Desnarnaud, sa servante, disait avec ce que l'abbé a laissé, le village pourrait vivre pendant 100 ans et il en resterait encore. Elle disait aussi que les habitants du village marchaient sur l'or. Il y a aussi une autre anecdote dont j'ai pris connaissance quand je me suis rendu à Rennes-le-Château, puisque alors qu'un feu avait éclaté au village, les pompiers voulaient puiser de l'eau dans une citerne qui est attenante au cimetière, et Marie Desnarnaud les avait interdit de le faire. Donc comme s'il y avait quelque chose caché dans cette citerne. Mais malheureusement, elle est morte elle aussi sans jamais avoir dévoilé le secret de Rennes-le-Château. Je vous parlais donc de Rennes-le-Château, cette fameuse légende qui fait parler d'elle plus que jamais depuis la sortie du Da Vinci Code. Donc c'est cette histoire d'un curé de campagne, l'abbé Saunière, qui serait donc devenu miraculeusement riche après une découverte qui reste encore énigmatique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a découvert, on ne sait même pas s'il a découvert réellement un trésor ou simplement des documents. En tout cas, les faits sont là. Il a vécu une vie de faste, s'est fait bâtir une tour gothique, une maison luxueuse, un énorme jardin. Bref, il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Et en plus, on parle de l'histoire de Rennes-le-Château comme d'un mythe agglutinant, c'est-à-dire que avec l'histoire de Rennes-le-Château, d'autres légendes entrent en collision, notamment celle des Templiers, et donc c'est pour ça que je vous parlais du Da Vinci Code. En fait, il y a eu une polémique avec le Da Vinci Code, puisque Dan Brown, l'auteur du livre, se serait très largement inspiré d'un autre ouvrage qui s'appelait L'énigme sacrée, un livre qui a donc été écrit il y a une vingtaine d'années, et qui parlait d'un curé de campagne qui aurait découvert un trésor et des documents secrets relatifs à la descendance du Christ, qui disait donc déjà avant Dan Brown que le Christ en fait se serait marié avec Marie-Madeleine, qu'ils auraient eu un enfant. Donc Dan Brown aurait allègrement pillé. D'ailleurs, il y a eu un procès qui a été intenté par les auteurs de l'énigme sacrée. À la légère différence quand même que l'énigme sacrée se veut être un livre, une véritable enquête. Le livre de Dan Brown se veut être une fiction. Ah non. L'énigme sacrée ne se veut pas être une enquête, c'est un roman aussi, qui lui-même, d'ailleurs, s'appuie sur un autre livre qui avait été écrit dans les années 60 par un Français, qui parlait déjà de Rennes-le-Château et du curé milliardaire, et c'est ce qui avait donc provoqué tout à coup cette fièvre de l'or, cette ruée vers l'or, puisque donc dans les années 50, il y avait des tas de chercheurs de trésors qui venaient retourner la terre de Rennes-le-Château, et à l'entrée du village, quand on y arrive, et c'est assez pittoresque, donc il y a un panneau qui date de 1965 qui interdit les fouilles dans le village, parce que donc le village était troué comme un gruyère. Et donc voilà pourquoi Dan Brown a été pointé du doigt, a été accusé de plagiat, parce qu'en plus, dans le Da Vinci Code, il ne parle jamais de Rennes-le-Château. Or, l'hypothèse qui est donc à la base de l'intrigue de son livre, à savoir que Jésus avait une descendance, il l'aurait tiré de ce livre qui lui était totalement basé sur l'histoire de Rennes-le-Château. Et donc, pour revenir à l'explication de la mystérieuse fortune de l'abbé Saunière, il y a différentes théories. Alors, il y a la théorie qu'en réalité, il n'aurait pas trouvé de trésor, l'abbé Saunière, mais qu'en fait, sa fortune soudaine serait bien due à un trafic de messes. Donc, le crime, si on peut appeler ça un crime, dont il avait été accusé à la fin de sa carrière. Alors, en quoi consiste un trafic de messes ? Donc, il faut savoir qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, un curé n'a le droit qu'un minimum de messes. Donc, pour ça, on lui donne de l'argent, il reçoit des dons. Mais s'il dépasse ce quota, il se trouve en infraction et il entre dans le trafic. Donc c'était le cas pour l'abbé Saunière. Manifestement, il avait dépassé le quota autorisé par l'Église et il aurait perçu beaucoup d'argent de cette manière-là. Alors le truc, c'est que
il a des livres de contes très détaillés. D'ailleurs, quand on se rend à Rennes-le-Château, on peut consulter les livres de contes de la Bessonnière. Et dans ces livres de contes, il y a la liste des messes qui lui étaient commandées. Donc c'est à coup de 100-300 messes à la fois. Et bizarrement, ça vient de toute la France, et en particulier du nord de la France. Donc la question, c'est pourquoi des gens de l'autre bout de la France commandaient des messes à un petit curé de campagne d'un obscur bled perdu du sud-ouest. Et c'est ce qui pousse donc Jean-Luc Robin, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Rennes-le-Château, mon village à l'heure du Da Vinci. Donc c'est ce qui pousse Jean-Luc Robin à se dire qu'il y avait des commanditaires, que cette liste de messes était en fait une sorte de blanchiment d'argent. Il faisait passer ça pour des messes, et en réalité c'était de l'argent qu'il recevait par un mystérieux commanditaire. Alors juste 2 minutes sur Jean-Luc Robin. En fait, quand je suis allé à Rennes-le-Château, j'ai acheté cet ouvrage qui était donc dans le musée, dans la boutique du musée de l'église. Et ce qui est surprenant, c'est que cet ouvrage tend à démystifier le mystère de Rennes-le-Château, alors qu'il faut savoir que toute cette histoire fait vivre le village. Parce que c'est l'attraction, c'est la seule attraction à Rennes-le-Château. Mais à un point qu'on ne soupçonne pas, parce qu'en réalité, le village aujourd'hui compte une vingtaine d'habitants permanents, et en plus ces habitants ne se renouvellent pas, c'est surtout des vieilles personnes, donc il y a quasiment plus personne à Rennes-le-Château, il n'y a plus que des touristes, et en fait la population réelle du village est multipliée par 10, 100 000 régulièrement, parce que donc depuis le Da Vinci Code, en plus il y a un regain d'intérêt. Alors déjà avant il y avait des curieux qui venaient pour le trésor, aujourd'hui c'est des gens qui courent après le mystique, qui courent après le pèlerinage de Da Vinci, quoi. Voilà, exactement, des gens qui courent après la légende, après l'illusion, qui viennent donc à Rennes-le-Château, et c'est vraiment une foule bigarrée et pour le moins insolite, qu'on peut rencontrer là-bas. Donc quand j'étais allé l'été dernier, j'avais vu des gens du monde entier. Il y avait des Américains, il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe, et beaucoup d'originaux, des gens par exemple qui se sont mis à méditer en cercle autour d'une croix qui se trouve dans le jardin de l'église, et donc tout ça pour dire que le livre de Jean-Luc Robin, je l'ai acheté à la boutique de l'église, et cet homme a vécu de nombreuses années à Rennes-le-Château, et il a notamment géré le domaine de la Bessonnière, et c'est sûrement le plus grand spécialiste de la légende de Rennes-le-Château. Donc il fait partie de la Saunière Society. Donc c'est une société qui a été fondée en Écosse et qui s'intéresse justement à la légende de Rennes-le-Château, au trésor, etc. Donc c'est sûrement le plus grand spécialiste actuel de cette histoire. Et c'est lui-même qui pense donc que ce trafic de messes cachait en réalité quelque chose de plus secret. Alors l'hypothèse, la théorie de Jean-Luc Robin, c'est que Saunière aurait été financée par les Habsbourg, donc la famille royale des Habsbourg. Alors pourquoi ? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous expliquais que pour démarrer les travaux de l'église, avant de mettre la main donc sur ce trésor et sur ces documents, Saunière avait besoin d'un don, puisqu'il était à la rue, il n'avait plus d'argent. Donc il était précepteur, Saunière, pendant un certain temps, des enfants du marquis de Chef de Bien. Et ce marquis, c'était un intime des Chambord. Et donc, on aurait demandé à Saunière de revenir à Rennes-le-Château avec une mission, c'est-à-dire trouver des documents secrets qui concernaient la famille royale des Chambord, et Saunière, manifestement, se serait acquitté de cette tâche en revenant. C'est pas par hasard qu'il aurait trouvé tout ça, il aurait activement cherché des éléments, il aurait trouvé ces documents, et ensuite il aurait reçu régulièrement de l'argent, alors peut-être pour cacher la vérité qu'il aurait trouvée, ou pour d'autres raisons. En tout cas, si la famille des Habsbourg a effectivement financé des recherches et plus tard la vie fastueuse de la Bessonnière, c'est que manifestement le secret qu'il recherchait était très grand, et ce secret donc était caché par la famille de Hautpoul, dont le château se dresse au centre du village. À Rennes-le-Château, il y a le village lui-même, il y a l'église, et à côté il y a un gros château, donc le château des Hautpoul, et ce que la Bessonnière a trouvé, ça serait donc
documents secrets de cette famille-là. Alors, il y a diverses hypothèses concernant la nature même du secret que Saunière aurait découvert. Alors d'abord, des documents qui remettraient en cause la légitimité de la famille royale des Habsbourg, qui dirait donc que la famille royale n'était pas légitime, ce qui aurait fait plaisir à Clémenceau à l'époque, qui voulait démonter justement la famille d'Autriche. Et une autre hypothèse, c'est que ces documents étaient liés à l'Église elle-même, puisque donc les Habsbourg étaient les protecteurs de Rome, ils avaient leur mot à dire en ce qui concernait l'élection du pape, et peut-être donc que les documents secrets trouvés par l'abbé Saunière étaient capables d'ébranler l'Église elle-même par des révélations sur éventuellement la vie de Jésus ou d'autres détails. Alors peut-être que Saunière n'a pas trouvé de trésor, mais finalement c'est encore plus mystérieux de se dire qu'il a trouvé des documents tellement secrets qu'il était payé pour ne pas les dévoiler. Alors il faut savoir aussi que Saunière recevait régulièrement dans sa Villa Béthanie des gens très haut placés, des gens qui venaient de l'Europe entière, et notamment des Habsbourg, donc qui venaient peut-être pour savoir un peu où en étaient les recherches, ou comment ça se passait. Saunière a aussi eu une période de déprime, une époque à laquelle il buvait, donc il s'est manifestement passé quelque chose d'énorme à une certaine époque, et la théorie qui veut que Saunière ait effectivement découvert un secret énorme est appuyée par le fait qu'il cachait beaucoup d'indices, j'en parlais tout à l'heure, dans son église. Donc il y a des éléments troublants qui sont liés à la doctrine des cathares, parce que les cathares, c'est un autre élément encore. Donc les cathares, c'était cet ordre religieux qui vivait dans le sud-ouest et qui était considéré comme des hérétiques par l'église. D'ailleurs les cathares ont été torturés, massacré et éliminé par l'Inquisition. Et donc les cathares avaient une vision radicalement différente de l'Église catholique, puisqu'ils pensaient que Jésus avait eu un jumeau, ils pensaient également qu'il avait eu une descendance, enfin bref, des éléments totalement blasphématoires pour l'Église officielle. Et dans l'Église, on trouve des éléments qui cadrent avec les doctrines cathares. Par exemple, déjà, il y a 2 enfants Jésus, ce qui n'arrive dans aucune église, ça n'existe pas. Il y a un enfant porté par Marie et un enfant Jésus porté par Joseph. Donc comme si Saunière avait voulu donc dépeindre une éventuelle gémellité. Ensuite, il y a une autre scène troublante où on voit une mise au tombeau, donc la mise au tombeau de Jésus. Seulement, au-dessus de cette scène, on voit une pleine lune dans le ciel. Et à l'époque, donc, on n'avait pas le droit d'enterrer les gens après le coucher du soleil, ce qui voudrait dire que ce n'est pas une mise en terre, mais au contraire une exhumation, comme si en fait Jésus avait été déterré, ce qui évidemment bouleverserait totalement les dogmes chrétiens, celui de la résurrection, etc. Donc c'est vrai que c'est un secret vraiment très lourd à porter pour un petit abbé de campagne. Le trésor des Templiers aussi a été évoqué parmi les hypothèses. Donc, pour résumer, en 1307, le roi Philippe le Bel a fait arrêter tous les Templiers de France, et les Templiers c'était donc des moines soldats qui faisaient partie d'un ordre accusé d'hérésie lui aussi, et donc ils ont été torturés par l'Inquisition, parce qu'à l'époque l'Inquisition c'était le sport national, hein, donc ils se faisaient plaisir sur tous ceux qui leur revenaient pas. Donc les Templiers ont été tous éliminés, torturés, et le roi voulait savoir où ils avaient caché l'argent qu'ils avaient accumulé pendant toute leur existence, pendant toute leur conquête, et donc ils n'ont jamais lâché le morceau. Et comme il y avait une présence templière près de Rennes-le-Château, on pense que peut-être ils auraient pu cacher leur trésor aux alentours du château. Alors j'ai pas évoqué tous les détails de l'affaire, parce que sinon il faudrait 3 émissions pour en faire le tour. J'ai résumé, mais il y a d'autres éléments troublants. Par exemple, l'abbé Saunière se rendait régulièrement dans une grotte qui a donc été rebaptisée la grotte Marie-Madeleine, et il voulait bâtir une reproduction de la grotte de Lourdes, donc à Rennes-le-Château. Donc il allait soi-disant chercher des pierres dans cette grotte, revenait, mais c'est quand même très très mystérieux. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui concernent aussi Marie des Narnaud, donc sa servante, qui cachait donc beaucoup de choses, qui étaient probablement en possession du secret de l'abbé Saunière.
Baissonnière. Donc voilà, c'est une histoire qui est loin d'en avoir terminé avec tous ses secrets, qui continue à déchaîner les passions plus d'un siècle après. Et donc comme je vous le disais, moi je me suis rendu à Rennes-le-Château l'été dernier, et déjà ce qui frappe quand on arrive à Rennes-le-Château, c'est l'isolation du lieu, alors que ce village est peut-être devenu le plus connu de France à cause de son mystère, visité par des milliers de personnes chaque année venant du monde entier. Mais c'est un village donc paumé sur un piton rocheux, avec une route très 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 tortueuse pour l'atteindre. Et quand on arrive sur place, on est surpris par le fait que la majorité de la population est composée de touristes, puisque comme je vous le disais, il y a 20 personnes qui vivent à plein temps à Rennes-le-Château. Il y a 2 boutiques. Il y en a une, c'est une boutique de souvenirs dans laquelle on peut trouver des reproductions du diable qui soutient le bénitier. Je vais revenir sur ce diable parce que c'est peut-être la vraie star de l'histoire de Rennes-le-Château. Et une librairie ésotérique dans laquelle on peut se procurer donc des ouvrages liés à l'histoire de Rennes-le-Château, mais aussi liés aux fantômes, aux ovnis, etc. Donc vraiment, le village vit sur la légende et compte sur un public de curieux, de mystiques, voire d'illuminés pour entretenir le village. Donc le véritable trésor de Rennes-le-Château, c'est l'histoire elle-même, puisque donc voilà, les gens vivent grâce à ça. Alors, déjà, ce qui frappe quand on y arrive, effectivement, c'est le faste de la villa Béthanie, les grands jardins, l'église elle-même qui est superbe, qui est remplie de bas-reliefs, de statues. Et donc, à l'intérieur de l'église, à l'entrée, il y a un démon qui tient le bénitier et qui est devenu célèbre. Et ce démon serait le démon Asmodée, qui était donc, d'après la légende, le gardien des trésors Asmodée. Donc on pense que c'est un indice aussi qui a été placé par la Baissonnière, puisque c'est vrai que c'est pas fréquent de voir des démons dans des églises. Donc puis il fait particulièrement flipper. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que alors même que c'est l'essentiel de leur patrimoine et de leurs revenus, les habitants de Rennes-le-Château n'ont pas essayé de protéger ce démon, puisqu'il est donc totalement exposé au contact des enfants qui n'hésitent pas à le toucher de partout. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble ce démon, mais c'est vrai qu'à 8 ou 9 ans, j'aurais hésité à le toucher parce qu'il est quand même assez flippant. Mais là, moi quand j'y étais, il y avait des gosses qui n'arrêtaient pas de mettre les mains de partout. Donc c'est quand même surprenant de voir que finalement cette statue peut finir par être réellement abîmée, alors qu'il faudrait quand même la mettre, je ne sais pas, sous verre ou quelque chose. En tout cas, voilà, le démon se tient là dès l'entrée de l'église, mitraillé évidemment par les flashs d'appareils photo. Pour entrer dans l'église, il faut faire une queue, elle est bondée, totalement bondée. Et ensuite il y a le musée qui se trouve à côté de l'église. Dans le musée, il y a tous les livres de contes de la Baissonnière, il y a les robes de la Baissonnière, il y a la dalle qui avait été donc soulevée, derrière laquelle il y a ce bas-relief, il y a aussi la pierre qui avait été cassée par la Baissonnière à coups de burin pour cacher un message, et vraiment le lieu est empreint de mystère. Alors évidemment, je pense que il y a un conditionnement quand on se rend dans un lieu qui est comme ça, qui est pétri de légendes. On a vraiment l'impression effectivement d'être enrobé de ça, mais il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce petit village quand on s'y rend. C'est assez étrange à définir. Et sur le fronton de l'église, il y a une inscription en latin qui dit ce lieu est terrible, terribilis locust est, et donc on a traduit cette phrase par ce lieu est terrible, et en réalité ça voudrait simplement dire ce lieu est un lieu de force, puisque donc on croit aussi que Rennes-le-Château serait un lieu où la conjonction des forces terrestres, des forces magnétiques serait intense. Alors bon, ça là on tombe après dans la géobiologie, et ce n'est pas une science officielle, donc on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on a effectivement l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe autour de nous, sous nos pieds. En plus, on a l'impression de marcher sur un trésor dès qu'on fait un pas. Alors, le cimetière a été fermé parce que les gens s'y rendaient en masse, donc ça pose un problème pour les habitants du village qui venaient se recueillir. Et
sur le portail du cimetière, il y a une tête de mort avec deux fémurs en dessous. Donc c'est un détail assez pittoresque, hein, on se croirait un petit peu à Disneyland. Et donc voilà, moi je conseille tous ceux qui connaissent cette histoire, qui s'y intéressent, d'aller faire un tour à Rennes-le-Château pour se retrouver au cœur du mystère et pour se dire peut-être effectivement qu'à chaque pas je foule un trésor et peut-être qu'il y a vraiment des documents secrets qui pourraient bouleverser les dogmes religieux comme on les connaît, qui sont là, cachés quelque part. Donc voilà pour cette histoire. Le mystère reste entier. Comme vous l'avez vu, il y a des interprétations, il y a des théories, mais rien de certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a quand même de très très fortes chances, effectivement, que Saunière ait mis la main sur des documents secrets. Ça, c'est la certitude. Pour le trésor, on en est moins sûr. Pour les documents, c'est quasiment certain. Hein. Donc, encore une fois... je vous citais quelques-unes des théories de Jean-Luc Robin qui a donc écrit ce livre Rennes-le-Château, mon village à l'heure du Da Vinci. Voilà, si ça vous intéresse, je vous le conseille puisque, encore une fois, c'est sûrement le spécialiste mondial de l'histoire. Voilà, c'était Retour à Rennes-le-Château. J'espère que l'histoire vous a plu et si vous la connaissiez, que ça vous a un petit peu éclairci sur les tenants et les aboutissants. Voilà, à présent, c'est Thomas qui va y aller de sa petite histoire. Petite histoire qui est aussi un grand classique dont on avait parlé forcément dans cette émission, puisque les classiques, forcément, on en a parlé longuement, mais je voulais revenir également sur ce sujet, sur l'expérience Philadelphia, une expérience qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'expérience Philadelphia fait partie de ces nombreuses expériences qui ont été menées par l'armée américaine, ça on le sait, pendant donc, la Seconde Guerre mondiale, afin de mettre au point des nouvelles armes qualifiées, entre guillemets, de définitives. Donc, notamment, par exemple, la bombe nucléaire a été élaborée un petit peu dans cette approche de concevoir une arme définitive. Et donc, forcément, de nombreux projets sont nés pendant cette période-là pour essayer d'arriver à trouver la parade ultime au nazisme et à Hitler, et grosso modo avoir l'arme la plus puissante du monde. Et donc cette expérience, elle, s'est déroulée en 1943 dans l'arsenal de Philadelphie, d'où le nom d'expérience Philadelphia, aux États-Unis. Alors, en 1943, donc s'est déroulée cette expérience, on n'a jamais eu trop d'écho sur le moment, mais dans les années 50, des premières rumeurs commencent à ressortir de cette expérience. Première rumeur que l'US Navy s'est empressé de démentir rapidement. Mais cela dit, quand même, plusieurs enquêtes ont en tout cas montré que quelque chose d'étrange s'était en effet produit, donc en 1943 dans l'arsenal de Philadelphia, au large des côtes américaines. Et en fait, tout repose essentiellement sur le témoignage d'un marin, Carl Allen, qui déclare donc avoir été témoin des expériences de l'US Navy à cette époque. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été à bord d'un bateau qui était au large des côtes au moment de l'expérience, qui escortait le navire, et il aurait vu donc cette expérience devant ses yeux en direct. Et donc il déclare, lui, que cette expérience avait pour but de rendre un escorteur invisible et en fait de lui faire parcourir instantanément, donc de la téléportation, une distance entre la base de Philadelphie et la base navale de Norfolk. Et là, vous allez voir que différents éléments vont dans son sens, et de nombreux témoignages aussi soutiennent cette hypothèse pour le moins étrange. Alors, Alan ne révèle pas que ça dans son témoignage, il révèle également les conséquences de ces différents essais, puisqu'il a été lui-même, il se serait occupé lui-même de certaines des victimes. Alors, les effets secondaires sont assez terribles, puisque à bord du navire sur lequel la tentative de téléportation aurait été effectuée, la plupart des marins seraient morts, tout simplement. D'autres seraient devenus complètement fous. Encore d'autres se seraient volatilisés tout simplement, donc on n'aurait pas retrouvé leur corps. Certains seraient morts d'une combustion très lente. Et puis, là, fait encore plus étonnant, apparemment certains cadavres auraient été retrouvés mélangés à l'armature même du bateau, donc comme fondus dans l'acier, un petit peu comme s'il y avait eu une espèce de mélange atomique. Improbable qui se serait déroulé et que le corps humain se serait comme figé dans l'acier. Donc c'est vrai que c'est le genre d'élément qui si ça s'avérait vrai évidemment, puisque c'est toujours un témoignage, c'est celui de ce marin,
qui corroborait effectivement la thèse d'une téléportation, puisqu'on imagine très bien les molécules s'éclater pour se téléporter, et donc là en fait ça aurait raté, et la reconstitution aurait foiré, et tout le monde se serait retrouvé agglutiné, mélangé dans un même ensemble en fait. Voilà, parce que tout le mythe qu'il y a autour de l'expérience Philadelphie repose sur cette idée simple, c'est que l'armée américaine aurait donc trouvé un moyen de se téléporter, alors peut-être par le biais d'une sorte de portail dimensionnel, et donc voilà, il y aurait eu un accident, et c'est vrai que c'est très très excitant forcément, mais donc il n'y a que ce témoignage. Il n'y a que ce témoignage et le fait qu'effectivement, en tout cas, une chape de plomb repose sur cette expérience, puisque l'armée américaine refuse de divulguer quoi que ce soit. Donc évidemment, ça entretient cette part de mystère. Alors si ça se trouve, cette théorie est très éloignée de la réalité. Il n'empêche qu'en tout cas, des expériences très étonnantes ont été menées, puisque des enquêtes réelles ont existé, notamment certaines qui ont été menées par un docteur, le docteur Jessup, ou Jessup d'ailleurs, qui après ces enquêtes est arrivé à la conclusion certaine qu'un essai militaire s'est effectivement déroulé en 1943, puisque là les documents classés top secret existent, on ne peut pas les consulter, mais on a la preuve physique de leur existence. Et d'après lui, d'après différents éléments, différents témoignages, différentes théories scientifiques, il pense qu'en fait, des génératrices à courant pulsatoire et non pulsatoire auraient été utilisées. Alors là, on rentre un peu dans un domaine scientifique. Et en fait, ces courants permettent tout simplement de créer des énormes champs magnétiques sur différents objets. Alors, en théorie, en laboratoire, pour l'instant, c'est le genre de choses qu'on arrive à reproduire à très petite échelle. Là, la théorie voudrait qu'ils auraient réussi à développer des courants tellement forts qu'ils auraient pu carrément l'utiliser sur un navire militaire complet. Et donc, ces champs pulsatoires auraient plusieurs caractéristiques, donc notamment celui de créer un champ magnétique. Et il se serait donc rendu compte au départ, en voulant juste créer un champ magnétique dans le but juste d'éviter les mines magnétiques allemandes, puisque les Allemands avaient développé une technologie qui en gros permettait à des mines en flottaison de se coller magnétiquement sur les bateaux, histoire de vraiment pas les rater. Donc là, ils auraient voulu trouver une espèce de parade à cette arme-là, en utilisant des champs magnétiques qui auraient repoussé les mines plutôt que les attiré. Et donc là, ils se seraient rendu compte d'effets apparemment plutôt étranges, puisque en fait, cette expérimentation s'est déroulée en 2 phases. La première phase a été, je dirais, une bride de tentatives. Elle s'est déroulée dans le port même de Philadelphie. Et là, de nombreux témoins rapportent avoir vu un immense éclair au-dessus du bateau et l'avoir vu disparaître pendant 1 ou 2 secondes au-dessus de la ligne de flottaison. Disparaître complètement, puis réapparaître d'un coup. Et puis, voilà, là, pour le coup, l'histoire s'arrête un petit peu là sur le port, mais le bateau, quelques jours après, serait parti en haute mer, et là, donc, escorté par de nombreux bateaux, dont un, justement, sur lequel se trouvait ce fameux Allen, qui rapporte ce témoignage. Et là, pour le coup, l'expérience donc, aurait été répétée, mais à beaucoup plus grande échelle. Là, le bateau aurait disparu complètement pendant un laps de temps relativement important. Et ce qui est assez intéressant pendant cette disparition, c'est que des éléments concordent en termes de temps et en termes de description, puisque des témoins déclarent avoir vu donc ce fameux bateau à Norfolk, alors qu'il était censé être en pleine mer. Et les marins qui étaient autour de ce bateau déclarent effectivement que ce bateau a disparu à un moment et qu'il est revenu par la suite. Un peu effectivement comme si la téléportation aurait réussi entre 2 lieux. Donc c'est vrai que c'est le genre de témoignages qui sont un peu troublants, surtout que là pour le coup ils ne sont pas rapportés que par une seule personne, mais par des gens complètement différents qui ne se sont même pas parlés, puisque certains étaient basés à des lieux géographiques complètement différents. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu surprenant. Alors plusieurs choses quand même ont été confirmées, et en 1970 l'enquête s'est quand même largement étoffée. Alors parmi les points sûrs qu'il y a autour de cette expérience, c'est que donc le fameux Allen qui a rapporté ce premier témoignage était bien déjà marin et était bien présent sur un bateau proche de celui qui aurait été volatilisé. Donc son témoignage en tout cas gagne en crédibilité à ce niveau-là, puisqu'il était bien sur les lieux.
que le bateau était bien aussi au large de Philadelphie à la date mentionnée, que en termes de temps, il était tout à fait probable, en tout cas, que les témoignages concernant le fait que le bateau soit à deux endroits en même temps était plausible, puisque en fait les relevés sont relativement précis sur les bateaux. Donc dans les rapports, c'est quasiment marqué à la minute près le moment où le bateau disparaît, et dans d'autres rapports, c'est marqué à la minute près le moment où le bateau apparaît, et vice-versa. Donc en termes de temps, tout ça reste relativement crédible. Et puis on sait également que Einstein, à cette époque, travaillait effectivement sur un projet relativement secret avec l'US Navy, pile poil dans cette période-là, et on sait que Einstein a été extrêmement actif dans la recherche d'une arme contre les nazis et contre l'Allemagne nazie, puisqu'après il a travaillé forcément donc, sur la bombe atomique, etc. Donc il était déjà quand même assez impliqué à la recherche de ces différents concepts. Alors après, est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait travaillé sur ce projet-là? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ce qui est pour l'instant flou, c'est quel était l'objectif de l'armée américaine, à savoir, est-ce qu'ils avaient déjà pensé pouvoir rendre un bateau invisible? Est-ce qu'ils ont juste raté une expérience pour concevoir une arme magnétique, point barre, et en fait il se sera aperçu que ça aurait eu des conséquences énormes? On ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le projet a été repris par la suite. Donc en 1947, après ces différents éléments qui auraient raté, le projet est repris sous le nom de code Phoenix, et donc l'armée américaine aurait utilisé en tout cas cette expérience à des fins autres que celles qui étaient prévues au départ. A noter que l'expérience Philadelphie a fait l'objet d'un film de science-fiction en 1984 qui s'appelle donc l'expérience Philadelphie, et dans ce film, 2 soldats se retrouvent propulsés dans le futur à cause de l'expérience. Ils se retrouvent propulsés comme par hasard en 1984, donc voilà, l'expérience, l'affaire a fait écho dans la culture populaire, et tu parles d'invisibilité, mais aujourd'hui donc les scientifiques sont convaincus qu'on approche de plus en plus de l'invisibilité grâce à une sorte de cape d'invisibilité façon Harry Potter. Donc il me semble qu'on en avait déjà parlé, l'année passée, mais depuis les recherches donc ont fait des avancées assez considérables. Donc le concept est simple, en tout cas sur le papier. Il s'agit de dévier les rayons de lumière pour que la lumière coule autour de l'objet comme une rivière coule autour d'une roche, et déviée par un rocher. Donc ça, c'est le concept, et actuellement, donc, avec des matériaux spécifiques, ils sont sur le point de parvenir effectivement à dévier la lumière, et la conséquence directe, parce que si on voit les objets, c'est parce que la lumière se reflète sur eux, et qu'ensuite donc les photons arrivent à nos rétines. Donc si la lumière, au lieu de se refléter sur un objet, est déviée par cet objet et le contourne, nécessairement l'objet devient invisible. Donc pour l'instant, les chercheurs sont convaincus que c'est pour très bientôt. S'ils arrivent à mettre au point ce dispositif d'invisibilité, on pourrait éventuellement cacher des objets militaires, des objets énormes. Donc il y aura clairement des applications militaires. Mais voilà, aujourd'hui c'est plus la science-fiction, puisque on en a la technologie, et on sait comment ça pourrait fonctionner, l'invisibilité, en tout cas en ce qui concerne la téléportation. C'est une autre histoire. Voilà, merci Thomas pour ce sujet, et on attaque la dernière partie de cette émission avec les infos insolites qui se sont donc déroulées à la surface du monde. Et je tiens à le rappeler à chaque fois, ces infos, quand je les recherche, je les recoupe, je fais très attention aux sources, donc vous pouvez être certain que ce que je vais vous raconter là est vrai, et si jamais ça s'avérait faux, sachez que évidemment chaque semaine je reviendrai dessus pour vous dire il y a eu des nouveaux éléments. Notamment on avait parlé donc d'un des Rolling Stones, je ne sais plus lequel, qui avait sniffé son père. C'était Keith Richards. Keith Richards, voilà, qui avait sniffé son père. Apparemment, c'était de la provocation de sa part, et il n'aurait pas du tout fait ça.
Voilà. Donc tous les journalistes auraient plongé dedans, auraient foncé tête baissée, et en fait c'était juste de la provocation, et pour lui c'était de l'humour, qu'on pourrait qualifier d'humour anglais tout simplement. Oui, parce que je rappelle donc l'histoire, oui effectivement, Keith Richards avait donné une interview à un journal dans lequel il disait que après la mort de son père, il avait sniffé les cendres de son père mélangées avec de la cocaïne, donc effectivement ça avait fait les choux gras de la presse, on en avait parlé jusqu'ici parce que c'est quand même assez énorme, C'est clair. et donc voilà, il est revenu dessus en disant que c'était de la provoque. En même temps, c'est vrai que le contraire eût été vraiment étonnant parce que on a beau être une rockstar excentrique, là c'est quand même pousser le bouchon un peu loin, donc voilà, c'était juste pour déconner. On commence ces infos insolites avec une histoire vraiment surprenante qui s'est déroulée au Vietnam. C'est un homme qui avait été sur lequel on avait tiré donc durant la guerre du Vietnam, et donc la balle qui s'était logée derrière son cœur vient d'être retirée 40 ans plus tard. Donc cet homme a 60 ans, il s'appelle Lee Din Hung, et donc il explique qu'il va beaucoup mieux, hein, que sa douleur dans la poitrine a disparu. Ça fait juste 40 ans qu'il morfle. Il était temps, donc on lui a tiré dessus en 1968, et la balle était passée à travers son estomac, lui avait touché une valve cardiaque, et c'était logé donc derrière son cœur. Alors, les chirurgiens ont passé 3 heures pour essayer de lui enlever la balle. Bon, ils y sont arrivés, ils lui ont remplacé la valve endommagée par une valve artificielle, et le docteur qui a opéré, le docteur Nguyen Sin Yen, a dit que c'était le cas le plus étrange qu'il a jamais vu, parce que normalement une personne qui prend une balle dans le cœur, elle meurt instantanément. Généralement, oui. Donc on n'a même pas le temps de les opérer, hein. Lui, donc ça fait 40 ans qu'il attendait. Alors il faut dire qu'il a souffert toute sa vie, ce gars, parce qu'il avait mal. Malgré ça, bon, il a quand même réussi à mener une vie à peu près normale, hein, il a une famille, etc. Mais il souffrait depuis 40 ans, donc là, effectivement, ça doit aller mieux. Il s'est pas fait opérer à l'époque pour raisons techniques, par manque de moyens, Alors, à l'époque, en fait, les chirurgiens avaient essayé d'enlever la balle, mais l'opération était bien trop délicate. Voilà, oui, c'est ça, on maîtrisait pas la chose. Pour les connaissances de l'époque, ouais. Pour retirer une balle qui était logée dans une valve, donc là, non, c'est clair. On l'a remplacée par une valve artificielle, et donc on n'avait pas la technique à l'époque pour faire ça. La deuxième histoire concerne un scientifique australien qui a émergé après avoir passé 2 semaines sous l'eau dans une boîte en acier. Donc cet homme s'appelle Lloyd Godson, c'est un biologiste marin. Il a passé 13 jours au fond d'un lac dans une capsule jaune qu'il appelle lui-même le BioSub, et l'idée c'est de promouvoir le développement durable. Donc monsieur Godson a utilisé un système de panneaux solaires et un générateur électrique à pédales pour vivre, tout simplement, pour recharger son ordinateur portable, puisqu'il avait amené son ordinateur portable dans cette boîte. Et il avait aussi un petit jardin d'algues qui absorbait le dioxyde de carbone et qui relâchait de l'oxygène pour qu'il puisse respirer. Et donc il devait recycler son urine, il devait recycler ses déchets. Bon, il y a quand même une équipe de plongeurs qui lui amenait de la nourriture et de la boisson dans son module submersible. Et pour passer le temps, donc il regardait des vidéos sur son ordinateur portable. Il était connecté à internet avec une connexion sans fil, et il communiquait avec des enfants du monde entier, des écoliers qui lui posaient des questions, et donc il répondait en direct de sa boîte. Donc il a dit qu'il pensait qu'il en sortirait plus fou que ce qu'il y était entré. Manifestement ça va, c'était pas trop difficile. Bon, c'est vrai qu'il avait l'ordinateur, le net avec lui, mais bon, il devait quand même se sentir assez seul. En tout cas, voilà, une belle expérience menée par ce biologiste australien. La 3e info de la semaine s'est déroulée à Londres. Et en fait, on a tout simplement obtenu la liste des passagers du Titanic, la liste complète des passagers du Titanic en ligne. Donc 95 ans après que le Titanic ait coulé, on a enfin cette liste disponible gratuitement. Alors il y a des douzaines de pages écrites à la main, et donc on connaît la classe sociale de chaque passager, et cette liste, comme je vous le disais, et vous pouvez l'obtenir gratuitement à findmypast.com. Donc l'idée c'est d'aider les généalogistes à retrouver les descendants des victimes, les membres de leur famille. Alors auparavant, la liste pouvait être vue uniquement aux archives nationales de Kew, ça se trouve
au sud-ouest de Londres. Et donc voilà, aujourd'hui tout le monde peut y avoir accès. Donc c'est clair que c'est des documents assez poignants, hein, puisque donc on voit qu'il y a beaucoup de passagers qui voyageaient dans les classes les plus bon marché et qui espèrent vraiment une vie nouvelle en arrivant en Amérique. Donc malheureusement ils n'ont pas survécu. Et à côté de ça on a une comtesse qui voyageait avec ses gens, sa servante, etc. et qui elle a survécu, donc qui s'en est sortie sur un petit bateau. Donc voilà, le malheur ne reconnaît pas de classe sociale. Donc là c'était le hasard. Je vous rappelle donc que le Titanic avait quitté son port le 10 avril et donc il avait coulé peu après, donc en heurtant son iceberg. Il était réputé insubmersible. Donc voilà, on connaît l'histoire. La 4e info bizarre se passe au Canada. C'est un homme qui volait des lames de rasoir. Donc il a admis qu'il avait volé des lames de rasoir pour une valeur de $100 dans un supermarché. Et il vient d'obtenir un dédommagement de $10 645 pour les blessures dont il a souffert après que les vigiles, donc les taclés, alors la Cour suprême... La Cour suprême de Colombie-Britannique a dit que cet homme, qui s'appelle Daniel Baines, avait beau être un voleur, son témoignage n'en était pas moins dénué de valeur quand il disait qu'il avait été molesté plus que de raison par les vigiles. Ah oui, d'accord, ils y sont donnés à cœur joie, quoi. Voilà, apparemment. Donc Baines n'avait pas d'avocat, hein, il se défendait lui-même, et il a dit que les employés du supermarché ont utilisé une force disproportionnée par rapport au crime, qui était donc un vol de lames de rasoir, et donc du coup, il a gagné $10 000. Comme ça, il va pouvoir acheter plein de lames de rasoir. On démarre avec une histoire qui se passe aux Philippines. Donc plusieurs centaines d'hommes pourraient avoir contracté la rage après avoir participé à une cérémonie d'autoflagellation. Alors vous allez voir que c'est joyeux. Donc c'est un rituel qui prend place chaque année. Ah, je comprends. Ouais. Et donc ça consiste à se mettre des coups de couteau dans le dos donc pour créer des plaies, et ensuite on flagelle ces plaies avec des bambous. Voilà, et on verse du gros sel dessus. C'est agréable, histoire de bien souffrir. Mais les Philippins sont très friands du trip de souffrance et de sacrifice. Il y a des Philippins qui refont la passion du Christ, son chemin de croix, qui se font crucifier d'ailleurs. Donc ils adorent cette idée de rédemption dans la souffrance. Donc là voilà, ils se flagellent des plaies fraîches à coups de bambou. Et malheureusement, on a appris qu'un des hommes qui avait participé à cette cérémonie avait été contaminé par la rage. Il avait été mordu par un chien, et donc il était mort d'ailleurs du virus le 11 avril. Du coup, le maire a déclenché un état d'alerte en disant que les 100 personnes qui avaient participé au truc pouvaient avoir été contaminées, puisqu'ils avaient été charcutés par le même couteau que cet homme qui avait la rage. Donc ils ont reçu un vaccin, mais pour l'instant on ne sait pas s'ils sont à l'abri de développer le virus, hein. Donc voilà, évitez ce genre de rituel parce que ça peut être assez dangereux. Vous protégez votre couteau. Voilà, d'autant que là il parle que de la rage, mais on est obligé de penser au risque de maladies diverses et variées. On peut penser au sida, on peut penser à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent passer comme ça, ouais. Donc c'est... Non, mais évitez de vous prêter vos couteaux quand vous vous flagellez. Chacun son couteau. Voilà. Chacun son couteau. Voilà. Une bonne flagellation est une flagellation avec un couteau indépendant, individuel pour chacun. Voilà. Jetable. Nous avons le gaffeur de la semaine, en la personne de ce cambrioleur allemand, qui est donc rentré dans un club de sport, dans une salle de sport, et comme il cherchait la lumière, il a appuyé sur le premier interrupteur qu'il a trouvé. Enfin, c'est Mr Bean, vous allez voir, le mec, c'est magnifique. Et il a appuyé sur l'éclairage du stade de foot. Donc il a allumé tous les projecteurs du stade, et il s'est quand même démerdé pour allumer également l'arrosage automatique. Donc la totale, quoi. C'est Mr Bean, imaginez le truc, le voleur maladroit, il appuie sur l'interrupteur, tout le stade s'éclaire. Alors cet homme s'appelle Johan Stark, il a 46 ans. Et donc il n'avait pas de lampe sur lui, il n'avait pas de lampe torche, donc voilà, il a appuyé sur le mauvais interrupteur, et c'est le gardien
du club qui a vu la lumière depuis sa propre maison. Bah, Donc il habitait pas loin du stade, il a vu la lumière, il est arrivé, donc évidemment, et l'autre s'est fait choper en flagrant délit. Donc voilà ce qu'on peut appeler un cambrioleur maladroit, parce que pour réussir à allumer les projecteurs du stade de foot en cherchant la lumière, voilà, c'est quand même assez magnifique. Et la dernière histoire de la semaine concerne le petit ourson Knut, hein, pour finir sur une touche de poésie. Ça y est, il Donc, s'est pris une balle dans la tête. alors non, mais presque, vous allez voir, parce que donc l'ours Knut, c'est cet ours polaire donc qui défraie la chronique, qui fait la une des journaux de l'Europe entière, cet ourson qui aurait dû être tué parce que sa mère l'a rejeté, donc il y avait des associations qui disaient que il ne pouvait pas être élevé par l'homme et qu'il fallait le tuer. Alors le zoo a refusé cet état de fait, il a été élevé et nourri par la main de l'homme, donc c'est devenu une star pour ça, le petit ourson Knut, mais il se passe pas une semaine sans qu'il arrive des trucs, et là cette semaine c'est carrément une menace de mort que Knut a reçue. Donc une menace de mort, un fax écrit à la main sur lequel il avait écrit Knut sera mort jeudi à midi. Donc du coup, ils ont renforcé la sécurité. Il y avait plein de gens avec des talkie-walkie autour de la cage. Ouais, il a des gardes du corps maintenant. Jusqu'à la deadline. Et puis donc finalement, Knut s'en est très bien sorti, aucun problème. Les menaces n'ont pas été mises à exécution. Donc voilà. Il faut être un écologiste assez convaincu quand même pour tuer un animal exprès par conviction écologique. C'est vrai que c'est assez violent. Mais en même temps, je comprends que ce ourson puisse commencer à énerver les gens parce que bon, voilà. Donc Knut, si tu nous écoutes, c'était méchant. Respect à toi si tu nous écoutes dans ta cage. Cette émission est terminée, elle se termine sur cette note d'optimisme et d'espoir, je dirais. Voilà, juste après, sur Rage, c'est bruit de scène. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour pour Exocet. Restez sur Rage. Bye bye. Salut à tous.